L'abondance énergétique a fait terriblement baisser la mortalité infantile, qui était quand même quelque chose qui était générateur d'énormément de grossesses chez les femmes et donc d'une espèce de handicap permanent, j'ai envie de dire. Ça a permis d'alléger de façon considérable les soins aux enfants, les couches jetables, la machine à laver, etc. On a externalisé une partie des fonctions domestiques, les plats préparés tout près, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Et la tertiarisation de l'emploi a rendu sans importance les différentiels de force physique. Aucune espèce d'importance d'avoir un différentiel de force physique pour les emplois de bureau. Donc en fait, quand vous regardez bien l'essentiel des revendications et des avancées sociales, qu'il s'agisse des 35 heures, des congés payés, etc., des retraites, en fait, vous allez trouver les machines planquées derrière pour à peu près la totalité de ce que nous avons vécu. Et notre activité productive consiste à aller chercher ces ressources naturelles dans l'environnement, à réarranger les atomes d'une autre manière pour faire des ciseaux et des smartphones ou regarder Kim Kardashian. Mais c'est uniquement une activité de transformation où on aura pris dans l'environnement des ressources naturelles pour en faire autre chose. Ces ressources sont apparues gratuitement dans l'environnement, toutes autant qu'elles sont, y compris le pétrole. Donc ces combustibles fossiles sont gratuits, vont nous permettre, via les machines, de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main, qui est tout aussi gratuit. Donc, dans toutes les équations économiques que vous manipulez et que je manipule toute la journée, puisque comme chef d'entreprise, enfin comme co-chef d'entreprise, on est 3 à diriger Carbone 4, je manipule aussi des comptes. Et donc, dans les comptes, il n'y a pas plus ce que je vais vous raconter que dans l'économie que vous apprenez. Mais dans l'économie que vous apprenez, il n'y a nulle part de dotation aux amortissements à chaque fois qu'il y a des ressources naturelles qui sont consommées dans un processus de transformation. Vous n'avez pas de dotation aux amortissements pour diminution des stocks résiduels dans les mines de cuivre, dans les mines de tungstène, dans les mines de chrome et dans les réservoirs de pétrole. D'accord ? Et vous n'avez pas de provision pour risque pour les perturbations futures à venir. D'accord ? Donc notre système de prix, il est extrêmement partiel et assez largement aveugle sur les problèmes qui nous attendent. Il n'est pas fait pour ça. Donc ces combustibles gratuits vont nous permettre, grâce aux ressources gratuites, et aux hommes payants, la seule chose qui est payante dans cette histoire, des salaires et des rentes, c'est les hommes, de faire la totalité des produits que nous trouvons aujourd'hui. Et le fait d'avoir mis les machines au travail à notre place a également, je n'ai pas le temps de vous le dire ce soir, mais c'est dans l'excellente BD dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça a tout déformé dans le monde qui nous entoure. Donc déjà, on a supprimé les agriculteurs, on n'en avait plus besoin, on les a remplacés par des tracteurs et les betteraves sont aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, plantés par des tracteurs, récoltés par des tracteurs, transportés par des tracteurs, transformés par des machines, etc. Les gens là-dedans, ils servent juste à donner des ordres aux machines. Si on devait revenir à la culture de la betterave à la main, je pense que la bioéconomie ne ressemblerait pas exactement à ce que vous avez en tête. Comme on a dégagé du temps, on peut étudier de façon longue, on peut prendre notre retraite. Il n'y avait pas de retraite il y a 2 siècles. Les premières retraites, je crois, en France sont apparues pour les corsaires, sauf erreur de ma part. Qui en général, c'est une profession un peu risquée. Donc, on ne prenait pas de grands risques à promettre la retraite à 65 ans pour les corsaires. Ça ne risquait pas de grever de beaucoup les finances de l'État. La mondialisation, qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? Des bateaux et des camions. Donc, c'est l'énergie abondante. La tertiarisation de l'emploi. Pourquoi est-ce que l'emploi se tertiarise quand l'énergie abondante arrive ? Parce que comme on met les machines au boulot à la fois dans l'agriculture puis dans l'industrie, qu'est-ce qu'on a à faire nous ? Juste, on gère la complexité du monde dans des bureaux. Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc les emplois tertiaires, c'est des emplois où on gère les flux physiques faramineux qu'on a créés grâce au parc de machines. Il faut les financer, les banques et les assurances, il faut les vendre, les vendeurs, il faut apprendre à les faire, il faut apprendre à faire fonctionner les machines et apprendre à faire les machines, l'enseignement, il faut apprendre à gérer les machines, l'enseignement de l'économie, etc. Tout ça, c'est des fonctions tertiaires. Regardez à quoi ressemblait le monde quand il était sobre en énergie il y a 3 siècles en Occident. Regardez à quoi ressemble le monde encore sobre en énergie aujourd'hui dans un certain nombre de pays dans le monde. Vous n'avez pas des armées d'employés de bureau et vous n'avez pas des études longues et vous n'avez pas des retraites pour tout le monde. Tout ça, c'est le fruit de l'abondance énergétique. Autre chose qui est le fruit de l'abondance énergétique, c'est l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes, parce que l'abondance énergétique a fait terriblement baisser la mortalité infantile, ce qui était quand même quelque chose qui était générateur d'énormément de grossesses chez les femmes et donc d'une espèce de handicap permanent, j'ai envie de dire.
Ça a permis d'alléger de façon considérable les soins aux enfants, les couches jetables, la machine à laver, etc. On a externalisé une partie des fonctions domestiques, les plats préparés tout près, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Et la tertiarisation de l'emploi a rendu sans importance les différentiels de force physique. Aucune espèce d'importance d'avoir un différentiel de force physique pour les emplois de bureau. Donc en fait, quand vous regardez bien l'essentiel des revendications et des avancées sociales, qu'il s'agisse des 35 heures, des congés payés, etc., des retraites, en fait, vous allez trouver les machines planquées derrière pour à peu près la totalité de ce que nous avons vécu. C'est également pour ça qu'on a mis tous les gens en ville. Le Grand Reims, il y a 1 millier d'années, c'était un tout petit Reims. Un tout petit Reims. Est-ce que vous savez quelle était la taille de Lutèce à l'époque de l'Empire romain? Oui, c'est ça. À peu près 10 000 habitants. Pourquoi est-ce que Lutèce était si petit à cette époque-là? Parce que la première chose dont vous avez besoin en ville, c'est de manger, juste après boire, en ce qui concerne les étudiants. Donc la première chose dont vous avez besoin, c'est de manger. Et le surplus agricole, à l'époque, pardon, la nourriture qui était disponible dans une ville, il y a très longtemps, c'était le surplus agricole qu'on pouvait dégager dans un disque dont le rayon était quelques jours de marche à pied ou quelques jours de trajet en charrette à bœuf. Et ça ne faisait pas beaucoup de surplus agricole parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machines, pas d'engrais, pas de phytosanitaires. Et par ailleurs, en quelques jours de marche à pied ou de charrette à bœuf, on n'allait pas très loin. Les grandes villes sont le produit de l'énergie abondante. Ce qui veut dire que dans un monde très sobre en énergie, le Grand Reims sera un plus petit Reims. Le Grand Paris sera un encore plus petit Paris. L'Île-de-France a 10 millions d'habitants. Personnellement, je pense que ça ne flotte pas dans un monde en très forte contraction énergétique. Voilà. Ce qui est un tout petit sujet. Là aussi, je ne vois pas beaucoup les gens se pencher sur ce genre de questions dans les agences d'urbanisme. Je vais parler sous le contrôle des gens compétents ici, mais enfin, je pense que la dépendance physique des tissus urbains aux transports longue distance qui permettent d'amener la nourriture, les vêtements, tous les produits qu'on va pouvoir utiliser en ville, d'évacuer les déchets et surtout de faire vivre un monde de machines qui justifie des emplois tertiaires, je pense qu'à peu près personne, dans aucune agence urbanisme dans ce pays ni ailleurs, ne se pose la question de savoir à quoi ressemble la forme urbaine dans un siècle, dans un monde qui a considérablement moins d'énergie qu'aujourd'hui. C'est un non-sujet absolu et les élus continuent à accorder des permis de construire, des permis de construire dans des zones où je ne sais pas ce que les gens feront dans 50 ans. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et peut-être même avant. Voilà, donc on a fait, et plus les gens ont eu beaucoup d'énergie dans le pays, et plus ils ont eu rapidement des voitures, et plus on a étalé les banlieues, par exemple. C'est-à-dire que les Européens qui ont démarré leur ville avant l'énergie abondante, ils ont tous des cœurs de ville denses. Parce qu'à cette époque-là, quand vous aviez que vos pieds pour vous déplacer, eh bien, la forme de la ville la plus dense qui soit, en gros, c'est le Paris haussmannien, c'est-à-dire c'est du R+4 ou du R+5, où les gens sont tassés les uns contre les autres. C'est ce que vous faites de plus dense. Quand les gens ont démarré leur ville avec une bagnole, ça s'appelle Los Angeles. Donc si vous allez à Los Angeles et que vous cherchez le centre-ville, on vous regarde comme si vous parliez grec, on vous demande de quoi vous parlez. Ça n'existe pas. D'accord ? C'est-à-dire un endroit qui serait... Il y a un downtown, il y a effectivement un quartier d'affaires, mais un endroit qui serait plus dense qu'ailleurs, parce qu'on aurait démarré la construction de la ville il y a longtemps, non, ça n'existe pas.